Un pas de plus vers la résolution de la crise libyenne. L'ONU dévoile une liste de candidats pour le Conseil présidentiel. Le président burundais pour un règlement des différends avec la presse, surprenant pour certains observateurs qui restent sceptiques. Qui de Mohamed Bazoum et Mohamed Ousmane sera le prochain président du Niger? Ça va se savoir le 21 février prochain. La Cour constitutionnelle confirme le rendez-vous. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. La commission de l'Organisation des Nations Unies en Libye a dévoilé la liste des candidats au futur conseil présidentiel intérimaire et au poste de Premier ministre. Le gouvernement de transition devrait être nommé la semaine prochaine en Suisse avant la tenue des élections générales en décembre 2021. Les détails. Les participants au dialogue politique interlibyen entamé en novembre sous l'égide de l'ONU se réuniront du 1er au 5 février en Suisse pour voter sur la composition du Conseil de la présidence qui serait formé de 3 membres et d'un Premier ministre assisté de 2 adjoints selon l'ONU. Ce Conseil transitoire devra réunifier les institutions de l'État et assurer la sécurité jusqu'aux élections du 24 décembre selon la même source. La liste comprend 45 noms dont 3 femmes seulement, parmi lesquels des poids lourds de la politique locale, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, les 2 grandes régions qui se disputent le pouvoir, mais aussi dans le sud. À commencer par le puissant ministre de l'Intérieur, Fatih Bachaga, du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, candidat au poste de Premier ministre. Très respecté dans son fief, la ville côtière de Misrata, son nom était souvent cité parmi les successeurs potentiels de l'actuel Premier ministre Fayez al-Sarraj. La relation entre les 2 hommes est décrite comme conflictuelle. À l'est figure parmi les candidats les plus notables le président du Parlement de Tobrouk, un discret juriste issu d'une influente tribu de la province orientale. La Libye est plongée dans le chaos depuis 2011. 2 autorités s'y disputent le pouvoir, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et un pouvoir parallèle à l'Est incarné par le maréchal Khalifa Haftar. En Gambie, le président Adama Barrow a lancé le Parti national des peuples, son parti politique. C'était au stade de l'indépendance à Bako, une initiative en vue de la présidentielle prochaine. Le président gambien Adama Barrow a officiellement lancé le National People Party, le Parti national des peuples, le 30 janvier dernier. Objectif, se préparer pour la présidentielle de décembre 2021. Le président affirme que son parti, créé depuis décembre 2019, est celui de toutes les catégories et qu'il est fondé sur la notion de véritable citoyenneté démocratique et patriotique. Même si Adama Barrow, à la tête de la Gambie depuis janvier 2017, n'a pas évoqué directement sa candidature à la présidentielle, celle-ci ne ferait aucun doute dans son pays. Rappelons qu'en décembre 2016, il avait remporté la présidentielle et mis fin au régime de l'ancien président Yahya Jammeh, alors forcé à l'exil. Le tout nouveau président gambien avait pris à l'époque l'engagement de céder la place au bout de 3 ans et d'organiser une nouvelle élection à laquelle il ne se présenterait pas. Une promesse que Adama Barrow n'a pas tenue. Ce manquement à son engagement initial avait alors provoqué en décembre 2019 et en janvier 2020 des manifestations marquées par des affrontements, voire des décès, d'après des responsables d'hôpitaux. Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a appelé le régulateur national des médias à régler ses différends avec la presse. Plusieurs organes ont été sanctionnés après la crise liée aux élections en 2015. Reportage. Plusieurs radios indépendantes avaient été violemment fermées par les forces de l'ordre en 2015. Les émissions en Kirundi, langue nationale burundaise, des radios internationales BBC et VOA avaient aussi été suspendues. Depuis, des dizaines de journalistes burundais ont fui en exil, notamment au Rwanda, d'où ils continuent d'émettre des journaux sur les réseaux sociaux en direction du Burundi. Dans une adresse solennelle à l'intention des responsables des médias burundais publics et privés, ainsi que des porte-paroles des institutions publiques, le président Évariste Ndayishimiye s'est voulu clair. Il y a des médias qui ont été sanctionnés. Je demande au CNC, le régulateur des médias, de s'asseoir avec ces médias et de trouver des solutions à ces différends pour qu'on en finisse
une fois pour toutes. Un message favorablement accueilli par tous, en l'occurrence les premiers concernés. Nous saluons l'annonce du chef de l'État, du moins s'il est sincère, a réagi le directeur de la radio publique africaine accusé d'être farouchement opposé au pouvoir par les responsables burundais. Il craint toutefois un coup diplomatique visant à berner l'Union européenne pour qu'elle lève ses sanctions. Le Burundi occupe la 160e place sur 180 au dernier classement 2020 de la liberté de la presse établi par RSF, Reporters sans frontières. La Cour constitutionnelle du Niger confirme la tenue d'un second tour de l'élection présidentielle le 21 février prochain. Les deux candidats qui s'affrontent sont Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, et l'ancien président Mahaman Ousmane, arrivés respectivement en tête et en deuxième position sur les 30 candidats au départ. Plus de précisions à travers cet élément. Selon les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle proclamée par la Cour constitutionnelle, les deux premiers candidats arrivés en tête, Bazoum Mohamed avec 39,30% des voix et Mahaman Ousmane, 16,98%, sont les deux candidats autorisés à se présenter au second tour le 21 février prochain. La Cour reçoit la requête du président de la Commission électorale nationale indépendante, constate qu'aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour. La Cour déclare par conséquent Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane candidats au deuxième tour des élections présidentielles. L'écart confirmé par la Cour entre Bazoum Mohamed et Mahaman Ousmane est de plus d'1 057 000 voix. Presque tous les recours introduits auprès de la Cour ont été rejetés. C'est ainsi qu'entre autres, la Cour a rejeté le recours à l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle introduit par Mahaman Ousmane à travers son conseil. Selon l'article 90 du Code électoral, en cas de ballottage, la campagne est à nouveau ouverte dès le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour, c'est-à-dire ce dimanche. Elle sera close l'avant-veille du second tour à minuit. Dans les prochaines heures également, on s'attend à plusieurs déclarations de ralliement des partis politiques aux deux candidats. Les représentants de plusieurs pays africains de la région des Grands Lacs se sont réunis vendredi à Luanda pour un mini-sommet sur la situation en Centrafrique. Ils ont appelé les rebelles qui tentent de renverser le régime du président Touadéra à cesser le feu. Les responsables africains au mini-sommet ont affirmé leur volonté de voir une région des Grands Lacs sans conflit armé, sans mort ni déplacement forcé des habitants. Dans les conclusions de l'assise, ils ont appelé les forces rebelles en Centrafrique à un cessez-le-feu unilatéral et immédiat. Le Tchad ne fait pas partie de la conférence des pays des Grands Lacs, mais a été convié du fait de sa grande influence sur la sécurité de la sous-région. Sous le coup d'un embargo sur les armes lourdes, la Centrafrique a récemment plaidé en faveur d'une levée de cette mesure pour lutter contre les groupes armés. À Luanda, les chefs d'État africains présents ont déclaré qu'ils soutiendraient la demande de la Centrafrique auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Présent au sommet, le président Faustin-Archange Touadéra a été officiellement réélu avec un faible taux de participation pour un second mandat à la tête de la Centrafrique le 18 janvier dernier. Majoritairement sous contrôle rebelle, la République centrafricaine a décrété cette semaine l'état d'urgence pour 15 jours. Les violences en Centrafrique ont obligé plus de 200 000 personnes en moins de 2 mois à fuir leur foyer selon l'ONU. En Chine, à présent, Lai Xiaomin, l'ancien président de la China Huarong Asset Management Co., a été exécuté le 29 janvier après avoir été condamné pour corruption par un tribunal de Tianjin. Lai Xiaomin, ancien patron du groupe China Huarong Asset Management, a été exécuté le 29 janvier selon la télévision publique chinoise. Le haut dirigeant à la tête du fonds d'investissement avait été condamné à mort début janvier. La justice lui reprochait d'avoir obtenu 215 millions d'euros de pots de vin et tenté d'en obtenir 13 millions supplémentaires. Elle lui attribuait en outre des détournements de fonds publics de 3,1 millions d'euros. Un tribunal de Tianjin avait indiqué dans son jugement que les montants étaient extrêmement importants, les circonstances particulièrement graves et les intentions extrêmement malveillantes. Lai Xiaomin avait également été reconnu coupable de polygamie. Il aurait eu d'autres femmes hors du cadre du mariage et des enfants illégitimes. En janvier 2020,
il avait fait des aveux diffusés par la télévision publique. L'ex-PDG, qui avait auparavant travaillé à la Banque centrale et pour le gendarme des banques, assurait ne pas avoir dépensé un seul centime. Il faut dire que la Chine a lancé une vaste campagne anticorruption en 2012, après l'arrivée du président Xi Jinping à la tête du Parti communiste chinois. Depuis, plus d'1,5 million de cadres du parti ont été sanctionnés. Une opération qui est soupçonnée de servir à écarter les personnalités opposées à la ligne du président. Et c'est déjà tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.